Nous avons maintenant de la vraie terre, des germinations et une petite colonie d'abeilles. C'est de l'herbe à éléphant. Alors que j'essaie de construire ma forêt désertique dans l'endroit le plus isolé du Texas, j'ai rencontré des défis. Beaucoup étaient imprévus. La plupart des défis rencontrés jusqu'ici ne m'avaient jamais effleuré l'esprit. Je garde mon esprit occupé à chercher des solutions, mais je tourne souvent en rond. Commencer m'a donné de l'élan. J'ai construit des terrasses pour recueillir un maximum d'eau de pluie. J'ai semé des graines de cactus et d'agaves, puis mis du paillis pour garder l'humidité. Dans le dernier épisode, j'ai étudié différents types de matériaux à utiliser contre la poussière. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est une bonne idée. Cela nécessite 6 heures de travail, plus le carburant pour la distance et le transport de la cargaison, sans compter l'usure du véhicule et de la remorque. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis tombé sur une ressource qui me regardait en face depuis quelques années. L'herbe envahissante chez mon beau-frère, qu'il déteste absolument. Ceci, mes amis, c'est l'herbe à éléphant. Plusieurs espèces portent le nom d'herbe à éléphant, comme le napier, le miscanthus et la canne de Provence, Arundodonax. Je n'avais même pas pensé à chercher cette herbe à Fort Worth. J'ai utilisé une appli d'identification de plantes dans le jardin de mon beau-frère et Arundodonax est apparu. Ça m'a été une grande révélation, parce que c'est le plus grand producteur potentiel de biomasse que je pourrais cultiver sur mon ranch. Nous devons actuellement amener tout le paillis et les amendements au ranch. Et si je cultivais une partie sur place, même en petite quantité? L'herbe à éléphant est exactement le genre de plante que j'aime, parce qu'elle peut supporter tellement de mauvais traitements. Elle pousse principalement par des rhizomes, souvent appelés stolons. J'ai d'abord coupé l'herbe pour me simplifier la tâche, mais ce n'est pas indispensable. C'est juste pour faciliter le transport et le travail. Je veux transplanter les rhizomes Orange Dustups. Ils sont extrêmement résistants, au point que vous pouvez les couper et que chaque morceau poussera en une nouvelle plante. Malheureusement, c'est tout ce que je peux mettre dans mon petit SUV pour le trajet. J'emmène mon fils Samuel, donc l'espace de chargement est limité, mais je suis content de prendre ce que je peux. J'aurai une 50aine de rhizomes ou plus, il est donc temps de planter. Bonjour. Maintenant, je suis au ranch Dustups et la terrasse derrière moi, on l'a déjà plantée, on irrigue et je veux juste continuer à ajouter de la matière organique sur la terrasse, donc je vais commencer à planter cette herbe à éléphant que j'ai coupée chez TJ. Le biochar est-il déjà mélangé à ces endroits? Je n'en ai pas ajouté, mais j'en ai mis le long. Je peux voir que c'est assez sombre Oui, je l'ai remarqué. depuis que tu l'as mis. Oh, je ne l'ai pas encore mis. Oui, tu l'as fait, tu as mis une grande bande ici avant le paillis, mais la plupart est là. Mec, c'est super humide, regarde. Oui, comme ça, on dirait vraiment de la terre. Ça va même s'agglomérer. Ouais, waouh, d'accord. Eh, regarde. La germination est juste là. Ouais, on dirait du mesquite. C'est probablement une légumineuse, ouais, Ouais, parce que le mélange en est plein, d'accord. Nous avons en fait pas mal de germination. Maintenant, tu en es où sur cette rangée? j'ai juste... Il me reste environ 3 mètres ici. D'accord? J'ai déjà fait tout ça là-bas en bas. Super, laisse-moi prendre l'herbe et on y va. L'herbe va aller juste à côté du goutte à goutte. Cool. Ma plus grande leçon cette année a été d'apprendre l'ordre des choses. Ma principale erreur, installer la ligne d'irrigation en dernier. Nos goutteurs sont très espacés. Ils sont espacés d'environ 60 cm de pied. Mais comme l'eau ne se propage qu'à environ 25 cm, soit 10 pouces des goutteurs, il est vraiment facile de planter accidentellement des choses un peu trop loin de la source d'eau. Mais avec les lignes d'irrigation déjà installées et les goutteurs visibles, il est très facile de planter les graines ou les plants juste à côté de la source d'eau. Il faut juste être prudent pour ne pas abîmer les lignes en creusant ou en les déplaçant. Je vais commencer ici au bout. Oh waouh, je peux sentir l'humidité ici, c'est super. Je craignais qu'elles aient séché, mais elles vont bien. Vous pouvez voir qu'elles sont encore vraiment humides. Ce qui est génial, celle-ci on commence déjà à sortir une nouvelle racine, donc je vais la planter, et ensuite, dans le sol, près de l'irrigation, goutte à goutte.
La seule critique que j'ai à me faire ici, c'est que j'aurais dû tailler un peu plus les tiges et les racines avant de les mettre en terre. À part ça, tout ce processus s'est vraiment bien passé, et planter de l'herbe est très simple. Il faut juste s'assurer que les racines soient énormes, placées dans leur nouvel emplacement à peu près à la même profondeur qu'elles avaient lorsqu'on les a extraites. J'essaie d'enlever les poches d'air en remettant la terre, et pour finir, je veux m'assurer que l'émetteur soit très, très proche de l'herbe. Nous travaillerons jusqu'à 9 heures du matin. On va probablement travailler jusqu'à environ 11 heures. En fait, le but, ce n'est pas d'arrêter quand c'est inconfortable. Le but, c'est d'arrêter quand ce n'est plus intelligent de continuer à travailler. Donc nous allons travailler pendant un peu plus de 3 heures. Ouais. Je ne peux pas expliquer à quel point j'aime avoir mon fils avec moi. Même s'il se contente de m'accompagner et de tenir la caméra, c'est l'occasion de passer du temps de qualité ensemble. J'aime apprendre de nouvelles compétences et montrer à mon fils que je n'ai pas peur d'essayer. Aimez cette vidéo si vous êtes d'accord. Une de mes valeurs fondamentales est de développer une solide éthique de travail. Avec le temps, l'éthique de travail de mes enfants s'améliore de plus en plus, et la façon dont je fais cela, c'est en montrant l'exemple et en invitant mes enfants à me rejoindre. Si je travaille de façon constante, alors la manière la plus évidente pour eux de passer du temps avec moi est de me rejoindre dans le travail. Sean, il y a 5 ou 10 ans, aurait exigé que les enfants prennent une pelle, travaillent au soleil et aurait dit « Regardez-moi, vous pouvez le faire ». Je les aurais rendus complètement malheureux dans le processus. En tant que leur père, je crois que la meilleure façon de forger leur éthique de travail et leur caractère, c'est qu'ils choisissent eux-mêmes de prendre une pelle et de passer du temps avec moi au soleil, parce qu'ils choisissent de passer du temps avec moi. La meilleure façon d'obtenir le meilleur, c'est quand tout le monde choisit de donner le meilleur de lui-même. On ne peut jamais forcer quelqu'un à donner le meilleur de lui-même. C'est leur choix. L'herbe à éléphant n'est généralement ni un outil parental, ni une méthode traditionnelle. Mais bon, c'est justement ce sur quoi je travaille en ce moment. Et le fait que je puisse passer du temps avec mon fils et contribuer à forger son caractère dans le processus, j'en suis très reconnaissant. On dirait du bambou. Ça ressemble vraiment à du bambou, ça agit comme du bambou, mais ce n'en est pas. Ça nécessite seulement une fraction de l'eau dont le bambou a besoin. C'est une source de bambou plus efficace. C'est un paillis plus efficace. C'est à ça que ressemblait ce matériau à l'origine. C'était tout ce gravier blanc, et maintenant on a vraiment de la vraie terre. Maintenant ça a l'air bien. Donc il est logique de mettre tout ce matériau ici, d'ajouter de l'eau ici, puis on va continuer à transformer cette terre en vrai sol, tout comme là où tu marches sur ces rangées de paillis. On veut faire la même chose avec l'herbe à éléphant. Pour la quantité de travail nécessaire pour la cultiver, qui est très faible, elle produit une quantité absurde de paillis. Mon travail va simplement consister à m'assurer qu'elle ne se propage pas. Il ne faut surtout pas que ça monte en graines. Près de la rivière, à Big Bend, il y a des zones problématiques où l'herbe à éléphant pousse à l'état sauvage et étouffe beaucoup d'espèces indigènes. Je ne veux vraiment pas ça, je veux juste du paillis. Chaque fois que ça commence à pousser à cette hauteur, il faut couper et organiser. Le service des parcs nationaux contrôle l'herbe avec quelques méthodes. Ils ont fait un brûlage contrôlé il y a quelques années, mais je pense que ce qu'ils font dans ce clip ici est le plus intéressant. Ils infectent intentionnellement l'herbe avec des guêpes et avec un champignon qui est unique au roseau géant. Je ne pense pas que ce soit un problème au ranch Dustups. Ça ne pousse que dans les cours d'eau pérennes comme le Rio Grande, et j'en suis à 6 km. La grande canne mourra dès que j'arrête l'irrigation. À quoi bon cultiver une herbe vouée à mourir ? Le système ne se limite pas à ajouter du paillis ou de la matière organique. Il vise aussi à créer un réseau complexe de vie, du sol, comparable aux vilebrequins manuels des premières automobiles. Parfois, les systèmes ont juste besoin d'aide jusqu'à ce que le volant d'inertie prenne le relais. Est-ce que c'est assez émietté pour que ça ne te pose aucun problème? Ouais, ça se passe vraiment bien, mec. Franchement, je ne creuse même pas, je fais juste bouger la terre, je plante la motte et je passe à la suivante. Je n'en ai clairement pas assez pour faire toute la rangée, mais ça va quand même être une augmentation assez conséquente. Ce sera excitant de voir ça pousser. Ah ouais. Tu as du biochar ? Ouais, on devrait vraiment l'utiliser. Une vraie grosse poignée, on en veut beaucoup. Je n'avais pas prévu ça, mais on a finalement créé une expérience accidentelle. Chaque rangée plantée sur la terrasse a une dose croissante de biochar. Tout à l'extrême droite de l'écran, c'est la rangée qui a le moins de biochar. Et plus on se rapproche de la colline, plus j'ai utilisé de biochar. Sur chaque rangée. Chaque rangée a plus de biochar que la précédente et maintenant je commence vraiment à ressentir la différence au niveau des germinations.
Plus j'ajoute de biochar, plus les plantes sortent de terre. Je l'ai utilisé, comme l'a dit un spectateur, un peu comme de la poussière magique de fée. Je préfère en mettre partout, quitte à devenir fou avec ça. D'accord. Pour moi, c'est vraiment important que cette chaîne ne soit pas centrée sur moi. Je sais que c'est un peu inévitable puisque je suis celui qui apparaît à l'écran la plupart du temps, mais je veux vraiment que ce soit davantage à propos du projet Dust-Ups et de Sean. Ils le font. J'ai entendu dire que tu as dessiné quelque chose. Oui, il est maintenant un habitué de la chaîne avec ses animations. Je les ai toutes faites, sauf celle où mon père met un chapeau de sorcière et remue. Celle-là était drôle. Ouais, ça c'était toi. J'adore que mes garçons fassent les animations et je ne sais pas ce qu'il y a avec Scratch, mais chaque fois que je suis avec un garçon de 8 ou 13 ans et qu'il entend le mot Scratch, il part tout de suite dans une discussion sur Scratch pendant 1 heure. Ce programme a été tellement utile pour mes enfants pour apprendre à programmer et à résoudre des problèmes quand ils font des animations pour la chaîne Dust-Ups. Le fait qu'ils aient une plateforme pour publier leurs animations en public, où 100 000 personnes voient leur animation chaque semaine. C'est très encourageant. Merci à ceux qui laissent des commentaires pour motiver mes garçons à poursuivre l'animation. Ils adorent tant faire ça et coopèrent. C'est génial à voir. Je remercie tous ceux qui encouragent mes enfants. Il y a définitivement un ordre pour faire les choses. Je pense qu'avoir l'irrigation installée en premier est très utile parce que c'est un repère évident pour savoir où tout doit aller. Vous savez, c'est en fait vraiment agréable d'avoir aussi le biochar parce que c'est un repère évident pour savoir où je dois poser les choses. Je cherche toujours à m'améliorer et je sais que ça agace certains commentateurs de voir des inefficacités. Je ne vais tout simplement pas bien faire quelque chose si je ne l'ai jamais fait auparavant. Pas besoin d'être un génie ou très expérimenté pour l'apprécier. Mais simplement en commençant et en observant ce qui n'a pas fonctionné, il est tellement plus facile de revenir en arrière et de faire mieux la prochaine fois. Je ne suis pas encore bon, mais j'avance clairement dans la bonne direction et c'est l'essentiel pour moi. Mais c'est là qu'une tarière serait utile. Ouais. C'est juste d'avoir le biochar au-dessus, puis tu perces et ça va se mélanger sans avoir à faire quoi que ce soit de plus. Et je pense que même avec ces pelles, tu en ajoutes encore. J'ai une bonne idée. On en a peu utilisé là-bas, plus ici, et maintenant je veux vraiment y aller à fond. D'accord, c'est tout. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé, mais on avait juste assez pour planter la moitié d'une ligne. La prochaine fois, j'irai chez l'oncle TJ prendre plus d'herbe à éléphant pour la suite. C'est un bon début. Maintenant, je dois ajouter toutes les graines au mélange et essayer de les associer à l'herbe. Ceci est de l'herbe à éléphant. Herbe à éléphant. Oui, je l'ai plantée ce matin. Elle faisait environ 60 cm de plus que toi avant que je la coupe et l'installe ici. Oh, waouh. La hauteur actuelle correspond à celle à laquelle on va la tailler. Lorsqu'elle atteindra 1 mètre ou 1,20 m, on la recoupera pour éviter qu'elle ne monte en graines. Tu veux ça juste pour plus de biomasse? Oui, ce sera coupé et organisé. Ici, c'est l'endroit qui fonctionne le mieux, c'est cette bande, et je pense que c'est simplement parce qu'il y a du paillis des deux côtés. La germination était bonne ici. Germination ici, un peu ici. Presque toutes celles-ci ont des bandes et vous pouvez voir qu'il y a une petite colonie d'abeilles ici, où je me demande si cet émetteur n'est pas un peu desserré, parce que vraiment, les abeilles sont partout là-dessus. Comme cette section se porte à merveille, et puis, pendant que vous marchez, assurez-vous de marcher sur cette partie et pas au milieu. Tout le monde veut marcher ici car c'est vide, mais toutes les graines sont là. Brandon et moi disions ce matin qu'il faut suivre un ordre pour bien faire, et nous n'avons pas bien marqué l'endroit où les graines ont été plantées. Je pense qu'il vaut mieux installer d'abord les lignes d'irrigation et les goutteurs, pour savoir précisément où planter les graines et éviter les erreurs. Sinon, comme ici, on doit deviner l'emplacement des graines, ce qui nuit à la germination car l'eau n'arrive pas exactement au bon endroit. Le plus grand ennemi ici, c'est la sécheresse, et plus on peut tasser cela, alors l'air ne peut pas y accéder, parce que lors du dernier voyage, l'humidité relative est descendue à 4%. C'est-à-dire que l'air était complètement sec. Donc plus on peut garder ce matériau à l'écart de l'air jusqu'à un certain point. C'est mieux,
parce que l'air ne volera pas toute notre humidité, et c'est pour ça qu'il y a du biochar en dessous, et que les cactus sont là, essayant de faire de tout cela une citerne vivante, et puis cette section-ci est celle qui s'en sort le moins bien. Nous avons des germinations dessus, mais cette partie extérieure a vraiment du mal, et je suis sûr que c'est simplement parce que nous ne savons pas exactement où nous avons mis les graines. Mais malgré tout, nous avons ici un joli petit lot de germination. Donc il y a des endroits qui apparaissent, tous ceux-ci sont clairement en train d'émerger. Brandon a accidentellement laissé tourner le système d'irrigation toute la nuit, ce qui est une bonne chose parce qu'on ne pouvait perdre qu'un seul réservoir à la fois, mais on avait du mal à vraiment lancer les germinations. Et puis je suis venu ici ce matin et tout a explosé, donc je pense que ça avait vraiment juste besoin d'un bon coup de pouce. C'est pour ça qu'on veut que ces bâtons soient aussi petits que possible, pour qu'ils ne soulèvent pas le paillis. Voilà un joli petit endroit. Une sorte de légumineuse. Et puis, cette moitié de la terrasse ne fonctionne pas très bien parce que cette terrasse a une pente d'1% qui descend par ici, et quand c'était alimenté par gravité, l'eau ne remontait pas, donc la plupart de l'eau allait par là. Mais maintenant qu'on utilise une pompe et qu'on a ajouté plus de matière organique ici, j'espère que ça va vraiment exploser dans les prochains jours. Nous aurons beaucoup de germination. Mon objectif avec l'eau est surtout l'établissement. Cette section est arrosée 1 an puis arrêtée. L'idée est de l'établir pour qu'elle devienne autonome. Regardez, ça a traversé ma chaussure. Celles-ci sont également très longues. Les bottes sont fortement recommandées. C'est pourquoi Sean porte des bottes. Le paillis là-bas comparé au paillis ici. Il est beaucoup plus clairsemé. Ouais, donc on doit remettre du paillis sur ces rangées. Je vois la différence ici, et marcher ici avec toi a vraiment été utile, parce que même cet agave qu'on a transplanté, il va bien, mais il a clairement du mal et il a besoin de paillis. Il a besoin de beaucoup de paillis. Et le broyeur alors? Je souhaite acheter un broyeur. L'idéal serait un modèle entraîné par la prise de force d'un tracteur, mais avec mon budget limité, je devrais peut-être me contenter d'1 à 500$. Enregistré en juin, j'ai depuis changé d'avis sur le broyeur et dois repousser l'achat. Je ne sais pas si les copeaux de bois seront mon principal matériau, mais j'ai assez travaillé et manipulé de matière pour savoir que si j'achète un broyeur à bois, il devra traiter 5 mètres cubes par heure, être monté à l'arrière de la remorque et être très puissant. La raison pour laquelle je ne suis pas obsédé par les copeaux de bois en ce moment, c'est que j'ai reçu une bonne nouvelle. Un éleveur près de Sierra Blanca possède de nombreux chevaux et doit se débarrasser de beaucoup de fumier. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir accès à un matériau gratuit qui est aussi très proche de chez moi car ça permet d'économiser du carburant. Même si le fumier de cheval était mon principal matériau importé, j'aurais quand même besoin de paillis. Mais il s'agit vraiment de donner la priorité à ce que je peux apporter ici, qui aura le plus d'impact pour le temps et l'argent investi. Je ne sais toujours pas précisément nos exigences en transport. L'expérience va m'aider à prendre les meilleures décisions, pas l'achat du camion le plus génial à 100 000$ pour ensuite me demander ce que je vais en faire. Le temps est mon allié pendant que j'essaye de comprendre ces problèmes. La semaine prochaine, j'ai une très grande nouvelle qui concerne le National Resource Conservation Service et une subvention dont j'avais parlé en mars. J'ai une nouvelle passionnante et je pense que tu vas vouloir la découvrir. Pour connaître cette nouvelle à l'avance, rends-toi sur dustupsranch.com et inscris-toi à la newsletter. Ainsi, je reste en contact avec le public quasi en temps réel. Va sur dustupsranch.com et je te retrouve dans le prochain épisode.